Bonjour Christian Manuel. Bonjour Thomas. J'ai le grand plaisir de vous recevoir. Christian, vous avez eu une grande et belle carrière de médecin, en particulier dans le domaine, dans le champ de la réanimation, mais également dans la recherche de médicaments. Oui, Et vous avez été un allié et un ami précieux de la Fondation, puisque grâce à vous, vous avez été l'orchestrateur, pourrait-on dire, d'une donation magnifique d'œuvres de Térias. C'est d'elle dont on va parler aujourd'hui. Térias, qui est née en 1923, qui est morte en 2016, et qui a été pour Hans Hartung et pour Anna Eva Bergman quelqu'un de très important. Il se trouve que vous avez participé aussi à l'exposition Le partage du sensible qui réunit Térias avec Hartung et Bergman au sein de la Fondation. Donc c'est de Térias que nous allons parler ensemble aujourd'hui. Et pour commencer, je voudrais que vous nous décriviez en mots simples à quoi elle ressemblait. Je voudrais que vous nous disiez un peu quelle était son allure, quelle était sa voix, sa manière d'être. Et puis, par exemple, que vous puissiez nous raconter un souvenir un peu concret, je ne sais pas, d'un détail de sa personnalité, d'un tic de langage. Voilà, quelque chose qui nous fasse apparaître ce personnage. d'accord. Eh bien, j'ai rencontré Térias qui a occupé une place extrêmement importante dans ma vie puisque je l'ai rencontré à 16 ans, en 1956, et que nous sommes restés ensemble, si j'ose dire, jusqu'à sa mort en 2016. Et elle avait un comportement très marqué, très presque masculin, avec deux, trois touches de féminité. Elle était coiffée très court, les cheveux en arrière et maquillée, avec toujours un joli chemisier ou un gros pull, parce que souvent il ne faisait pas tellement chaud, un gros pull danois par exemple, un pantalon. Mais pour montrer que c'était une femme, elle avait des pendentifs, elle avait une sorte de bodhisattva en terre cuite. Qu'est-ce que c'est? Un Bouddha en terre cuite qui était une pièce archéologique extraordinaire qu'elle avait en pendentif, parfois d'autres choses. Et ça, c'était elle. Et puis il y avait sa voix, qui était une voix de contralto, dont elle usait très bien pour manifester sa joie, son enthousiasme, sa colère. Il y a eu un documentaire sur elle et on l'entend parler. Il y a des souvenirs de sa voix. Voilà, il y a un film qui a été fait par Olga Shpatova, une amie tchèque, remarquable cinéaste, en 2006, et on l'entend effectivement très très bien. Et alors, elle avait cette immense culture des gens d'Europe centrale, et elle parlait 5 langues, le français, l'anglais, l'allemand, le russe, le tchèque. Et elle usait de ces langues selon les circonstances, d'une manière ou d'une autre. Lorsqu'elle était très en colère, ce qui arrivait de temps en temps parce qu'elle avait un tempérament violent, lorsqu'elle était très en colère contre quelqu'un, alors ça y est, elle parlait en allemand avec des gros mots dont les convenances ne me permettent pas de les citer ici, mais qui étaient assez costauds pour manifester son opposition. Ensemble, vous parliez en français, j'imagine. Oui, Oui. oui, oui. On partageait des choses parfois en anglais, mais pour des raisons très particulières, mais on parlait toujours français. Le français était devenu sa langue et elle avait les mêmes mots qu'Anna Eva Bergman pour dire « je dois beaucoup à la France m'a tout apporté, je suis française ». Et vraiment des termes superposables. Sa correspondance avec Hartung et Bergman, en revanche, je le précise, est en allemand. Oui, donc Terry parlait à 6 ans le tchèque d'une petite fille de 6 ans, mais on lui a dit, mais attends, il faut que tu ne vas pas aller à l'école indéfiniment en tchèque, et on l'a mise pensionnaire dans un collège en allemand des Sudètes, donc Oui. les territoires germanophones de Oui. la Tchécoslovaquie, jusqu'à l'arrivée des nazis, où elle a été très malheureuse d'ailleurs, et
lorsque les nazis récupèrent après les accords de Munich, très brutalement, les territoires des Sudètes, ils donnent, je ne sais plus combien, quelques jours aux Tchèques d'origine pour dégager. Et Terry va se retrouver, alors qu'elle a une bonne formation, qu'elle est devenue germanophone, elle se retrouve en Tchécoslovaquie et ne sachant presque pas le tchèque d'une enfant de 6 ans, il va falloir de nouveau faire un grand saut pour arriver à maîtriser les 2 langues. Et ça, c'est douloureux. C'est passionnant ce que vous dites. Et je comprends à l'aune de cette histoire ce qui a dû certainement favoriser chez elle ce que vous décriviez à l'instant, c'est-à-dire cette capacité d'apprendre beaucoup de langues. En fait, ça vient puiser dans une forme de traumatisme d'enfance. Mais je dirais peut-être d'un don assez commun. En Europe centrale, c'est vrai. Hein, vous avez raison, c'est vrai qu'on constate souvent ça. Notre amie commune, Gina Renotière, parle aussi, je ne sais pas combien de langues. Gina Renotière, qui est la directrice du musée d'Olomouc. Voilà. Et sur le plan linguistique, il y a une autre raison pour laquelle elle savait bien l'allemand et d'autres langues, c'est son don naturel. Alors, il y a une histoire absolument ravissante à ce sujet. Quand elle était aux États-Unis, elle a voulu apprendre le russe. Dites-nous, Christian, en 2 mots, les circonstances qui font qu'elle va aux États-Unis, du coup. Ah oui, mais alors, c'est trop compliqué. On en reparle après. Bon, c'est l'exil, en fait, qui l'amène aux États-Unis. Mais alors, pour finir quand même sur les langues, elle est exilée aux États-Unis et elle a envie d'apprendre le russe, comme ça. Elle achète une méthode Assimil et elle apprend le russe. Et puis, elle va aller plus tard en Afghanistan. Et revenant d'Afghanistan en France, puisque c'est situé à une époque où elle habite en France, elle s'arrête à Moscou et elle décide, à l'époque on pouvait faire un stopover de 2 jours, et elle s'arrête à Moscou. Et alors là, elle me disait avec une fierté non dissimulée, les gens me demandaient « De quelle région du RSS venez-vous » Très joli. Très joli. Voilà, donc ça c'est pour les langues. Et alors, à l'époque où je l'ai connue, très très vite, on avait été mis en relation par une amie de mes parents, qui était un personnage tout à fait étonnant, Marie-Jean Béraud-Villard, très artiste, philosophe. Nous partagions ensemble une passion pour l'équitation et la photographie. Et un jour, elle m'a dit « Christian, je vais vous emmener de chez une de mes amies, vous allez voir, vous allez très bien vous entendre. » Ça a duré 60 ans. Et ce qui me frappait beaucoup, c'est que j'avais 16, 17, 18 ans, je me sentais quand même tout petit en face de cette femme qui avait pas mal d'années de plus que moi et qui était d'une simplicité, d'une ouverture extraordinaire. Et alors, on farfouillait dans son atelier, on manipulait des papiers, des matériaux. Elle me montrait toute une série de gravures pour les discuter ensemble. Et je me disais, c'est formidable. J'étais quand même un très jeune homme et j'avais ce sentiment de très jeunes gens quand on les considère comme des adultes. Oui. Je trouvais ça absolument fascinant. Christian, on est en train d'aborder donc cet aspect de Terias artiste, puisque vous la décrivez dans l'atelier. J'aimerais que vous nous disiez comment elle se présentait en tant qu'artiste. Qu'est-ce qu'elle disait sur sa propre création et sur son propre statut? Alors, ça c'est une question très importante, parce que Terry était une femme d'une discrétion extraordinaire. Son art la dévorait complètement. Et elle me disait très souvent, Christian, comment voulez-vous qu'en travaillant jour et nuit, parce qu'elle s'endormait en pensant à un projet, elle se levait à 5 heures le matin pour regarder le lever du soleil depuis ses fenêtres et
et puis dire, ben voilà, je vais faire ça aujourd'hui. Puis elle travaillait toute la journée. Elle a laissé une œuvre quand même assez importante, quantitativement, sans parler de la qualité. Et elle pensait que c'était ça l'important. Et sur elle-même, elle disait très très peu de choses. Elle cloisonnait terriblement ses relations. Oui. Je l'ai entendu me parler de gens que je n'ai jamais rencontrés. J'ai connu quelques-uns de ses amis, mais très peu. Et pour prendre un exemple criant et actuel, elle ne m'a jamais parlé de Christine Lamotte. Christine Lamotte, qui est donc l'experte de Bergman, de la Fondation Hartung Bergman, et qui a en effet connu Mais Terry. à partir de 93, C'est ça, à partir de elle a 93. très bien connu Terry. Terry lui a parlé de moi et lui a dit, très souvent, il faudra que je vous fasse connaître Christian. Eh ben non, ça s'est jamais fait. Et ça, c'est très symbolique, Oui. c'est typique de son comportement. Oui. Un cloisonnement extraordinaire entre ses relations. Donc, alors, ça, c'est une première chose. La façon dont elle parlait de son art était très liée à ses lectures encyclopédiques. Elle a laissé une bibliothèque extraordinaire, Oui. dont j'ai pu prendre, malheureusement, pour des raisons pratiques, j'ai dû laisser l'appartement à la personne à qui je l'avais vendu trop vite, mais j'ai réussi à prendre les photos de tous ces livres scientifiques, et puis très récemment, j'ai pu aller reprendre avec Christine des photos de 200 livres, C'est ça. Qui donnent quand même une idée, même si elle est partielle, de l'étendue de ses intérêts. Alors, ce qui est passionnant, c'est qu'il y a une considérable quantité de livres de physique contemporaine. Et alors, c'est très mystérieux, parce que Terry n'était ni mathématicienne ni physicienne, et elle a une série de livres de tous les grands génies de la physique contemporaine. Je peux vous dire de tête Einstein, Gamow, Banach-Hofmann, Heisenberg, Max Planck, Hawking, et j'en passe. Vous oubliez Niels Bohr. Et j'oublie Niels Bohr. Vous oubliez Niels Bohr. Qui a joué un rôle important Absolument. dans son approche et sa perception de la lumière. Absolument. J'ai l'appartement dont vous parlez, cher Christian, j'ai eu la chance, grâce à vous, de le voir. C'était un appartement donc, qui était sur la butte Montmartre, qui donnait sur tout Paris, et qui avait cette particularité d'avoir une vue extraordinaire où la lumière jouait un grand rôle. Donc, en effet, il y avait cette sorte de convergence entre sa passion intellectuelle pour la lumière qu'on pouvait voir dans cette bibliothèque que vous décrivez, et qui, d'une certaine manière, se retrouvait dans le lieu de vie de Terry. Oui. Et alors, elle avait un mode de travail très intéressant, c'est que les peintres anciens avaient des carnets de croquis où ils notaient des choses quand ils se promenaient ici et là. Terry, je crois, n'a jamais eu de carnet de croquis à proprement parler. Elle notait sur des petits bristoles des choses à la volée. On peut considérer que c'est un peu l'équivalent du carnet de croquis. Et puis, elle avait un vieil appareil de photo à 200 francs, non numérique, argentique, avec lequel elle prenait des photos, probablement des centaines de photos des ciels de Paris, depuis sa fenêtre. Elle les faisait tirer en 10-15, oui c'est ça. Oui, en 10-15. En 10-15, et à partir de ces photos, elle créait. Très intéressant. Très intéressant. On a la chance, c'est pas exactement dans le même registre, mais ça n'en est pas éloigné. On a la chance à la Fondation, parmi nos archives, d'avoir des photographies que Terry fait de sa maquette, de l'hommage à Anna Eva Bergman qu'elle envoie à Hans Hartung après la mort d'Anna Eva, donc en 1988, pour convaincre celui-ci de la pertinence de la création de ce monument. Et il se trouve que cette maquette, eh bien,
elle la place précisément sur le rebord de fenêtre de l'appartement dont nous venons de parler. Très souvent. Et comme il y a cette matière réfléchissante, c'est de l'inox, hein, je ne veux pas dire de bêtises. C'est de l'acier. De l'acier. Eh bien, on voit le ciel de Paris et les nuages qui se reflètent dans ce magnifique projet artistique qui verra le jour plus tard à Ovicoden. À Ovicoden. Parmi les grands secteurs de création de Terry, il y a évidemment la gravure. J'aimerais que vous nous parliez un petit peu de l'atelier La Courrière. Alors, on va y venir. Mais peut-être avant, parce que je finis de répondre à la question antérieure. Donc, je vous ai dit qu'elle liait beaucoup son art à ses lectures et qu'elle illuminait les œuvres qu'elle me montrait avec des références à différents auteurs qui étaient là. Parfois, elle allait les chercher. Pour moi, c'était très mystérieux parce qu'elle lisait, et ça j'en ai la preuve avec des annotations, elle lisait des textes absolument absconses des grands physiciens qui lui parlaient en tant que poète, qui me parlaient aussi comme poète, puisque je ne suis pas physicien ni mathématicien, mais je sentais bien ce qui pouvait passer de ces pages dans son œuvre. Et puis, elle me montrait la multiplicité des matériaux qu'elle utilisait. Alors, on reviendra à la gravure après, effectivement, mais elle me montrait comment elle jouait avec la lumière dans ses maquettes de plexiglas, puisqu'elle est, à ce moment-là, quand on parlait ensemble dans l'atelier, c'était des maquettes qui pouvaient être d'ailleurs assez grandes. Et elle me montrait comment, en assemblant des pièces qui s'impactaient les unes dans les autres, en plexiglas poli, eh bien, elle jouait sur la diffusion, la réflexion, la diffraction de la lumière pour obtenir des effets qui étaient encore démultipliés lorsqu'elle tournait les œuvres. Et c'était absolument extraordinaire. Donc c'était un enfermement de la lumière, des lumières dans ses œuvres. Et puis, il y avait quelque chose de très émouvant, c'est que j'avais vu des photos ou parfois des sculptures en acier qu'elle avait créées. Mais je voyais sur sa table, elle me montrait, elle manipulait des petites... Alors, les préliminaires de ses œuvres qui étaient des petites créations en papier, scotchées, c'était absolument affreux, et des structures pyramidales, octogonales. Et elle me disait, tu vois, comment est-ce que ça va devenir, parce que je le vois comme ça après. Et alors, on en arrive à La Courrière. Alors, la Courrière, l'atelier La Courrière était un atelier, un centre d'art absolument extraordinaire, mais dans lequel tellement d'artistes avaient passé qu'on se sentait dans cet atelier comme on se sentirait dans une crypte habitant le tombeau d'un saint. Ah, il y avait quelque chose, parce qu'il y avait, on va les passer en revue, qui était venu là en 51. Il y avait Terry, il y avait Anaïva et Hans, il y avait Soulage, il y avait Zaouvuki. Et puis, dans l'histoire... Alors cet atelier se trouvait rue Feuilletier. Pour les gens qui ne connaissent pas bien Paris, c'est une rue en pente très forte le long des escaliers qui montent à Montmartre. Et il s'agissait d'un bâtiment très curieux qui évoquait l'Orient et avec ses fenêtres en arc outrepassé, qui se disait mais qu'est-ce que c'est que cette maison arabe qui est là, et qui était en fait le transfert du bâtiment turc de l'exposition universelle qui avait été transféré en partie rue Feuilletier et qui était devenu l'atelier La Courrière. Et qui est vraiment un cœur battant de la vie artistique dans le Paris d'après-guerre. Hein. Ah mais alors, c'est formidable parce qu'il y a eu toute une histoire de l'atelier. C'est d'abord Roger La Courrière qui est le père fondateur, et puis
En 57, c'est Jacques Frélot qui prend la succession avec son frère Robert et sa sœur Anne. Et puis il y aura une troisième période en 80 où Robert reprend les rênes du gouvernement. Et puis en 93, c'est Denise Frélot, la fille de Jacques Frélot, qui est une femme merveilleuse que j'aime beaucoup, qui dirige l'atelier jusqu'à sa mort en 2008. Alors pourquoi l'atelier disparaît-il en 2008 au bout de plus de 50 ans? C'est qu'il y a eu un glissement de terrain qui a imposé des travaux absolument cyclopéens pour stabiliser les bâtiments, avec des coûts également cyclopéens. Et puis c'était aussi une période où la gravure perdait de son importance sur le marché de l'art, et donc l'atelier a fermé à ce moment-là. Et alors, à travers les différents animateurs de l'atelier La Courrière, on voit des générations d'artistes. En 57, on voit apparaître Henry Moore, Alechinsky, Yves Trémoy, Buffet, Manessier. Un peu plus tard, en 80, ce sera Marcel Béalu, Raoul Lubac, Calder, Olivier Debré. Et puis, il y aura encore en 93 des gens comme Mireille Baltard qui arriveront et d'autres. Donc, je passe sur le fait que sur différentes périodes initiales, il y a eu des gens comme Braque, Picasso qui ont travaillé. En fait, on peut dire, je crois, que la plus grande partie des artistes du XXe siècle ont passé par l'atelier La Courrière. Oui, oui. Et Terry m'y emmenait quelquefois. Alors c'était très impressionnant parce qu'on avait ces machines énormes, les presses. Il y avait de la graisse un peu partout, mais évidemment pas sur les tables d'impression. Et alors c'était extraordinaire de voir que cette... on ne peut pas dire cette saleté, mais enfin c'était un peu un atelier de mécanique générale, et puis avec des zones qui étaient d'une propreté absolument inouïe. Et alors je voyais Thomas, l'héritier, le neveu de Jacques Frélot, je crois, qui était le maître, qui passait les choses sous presse. Et je voyais la précision avec laquelle se faisaient ces passages en me disant qu'il y aurait 1 millimètre de décalage et la feuille est à mettre au panier. Et puis j'ai vu Terry un petit peu gravé, mais rarement dans l'atelier. Ce qui me frappait beaucoup, c'était l'énergie extraordinaire de son burin. D'ailleurs, quand on voit les gravures, c'est très sans reprise qui traverse soit des lignes unies, soit des spirales qui tournent. On sent qu'il y a un mouvement là-dedans, une énergie vitale qui passe, qui, à mon avis, font en grande partie la qualité des œuvres de Terry. Mais Christian, en un mot, si Terry avait dû privilégier une définition d'elle-même, est-ce que vous pensez qu'elle aurait plutôt dit sculptrice, peintre, graveuse ou artiste? Ah, c'est une question dangereuse, ça. Alors, je serais tenté de répondre de deux manières. Je pense qu'elle se dirait artiste, ça c'est sûr. Et je pense qu'elle avait conscience d'une maîtrise absolument exceptionnelle en gravure qui faisait que d'autres qu'elle diront si Terry reste pour la postérité, ce sera par sa gravure, alors qu'elle a fait des toiles absolument superbes, qu'elle a fait des sculptures extraordinairement intéressantes. Mais moi, il me semble, alors là je parle à titre personnel, je pense que son métier de graveur reste hors du commun. Oui. Très peu de gens, je pense, ont atteint la maîtrise technique
où elle associe le burin, l'aquatinte, l'eau forte d'une manière magistrale. Je me permets de dire un mot personnel en rejoignant votre point de vue. Je pense qu'en effet, Theria, c'est vraiment une graveuse extraordinaire. Et je me permets d'imaginer que pour Hans Hartung en particulier, c'était quelque chose d'important. L'historien de l'art Pierre Watt, qui a beaucoup travaillé sur Hartung, a dit à plusieurs reprises, au fond, Hartung est un graveur qui peint. Et la gravure était vraiment, vraiment quelque chose de fondamental pour Hans. Et évidemment, la présence de Terry dans son champ amical, social et artistique a dû vraiment, vraiment à la fois l'impressionner et être quelque chose de très inspirant pour lui. Alors là, vous avez dit une phrase intéressante. Hartung serait un graveur qui peint. Je ne crois pas pouvoir dire ça de Terry. Non, non, absolument. Peintre oui. Et graveur. Absolument. Et c'était deux choses différentes. Vous avez tout à fait raison. Christian, je voudrais que vous nous parliez à nouveau un peu de vous avec Terry, que vous nous donniez en fait 3 moments clés, trois dates précises où vous avez eu l'occasion d'un échange, d'une petite histoire avec elle. Oui, bon, dans notre longue vie commune, si j'ose m'exprimer ainsi. Il y en a eu beaucoup, j'imagine. Il y en a eu beaucoup, mais j'en vois 3 qui sont quand même très marquants. Le premier, évidemment, c'est notre rencontre en 1956 où il y a eu un déclic qui s'est produit, qui était d'autant plus étonnant qu'on ne se connaissait pas, qu'il y avait une différence d'âge quand même assez importante entre nous, et ça marchait tout de suite. Et immédiatement, dans mes visites qui ont suivi, ça s'est confirmé, au point que 2 ou 3 ans après, je lui ai dit un jour, prenant mon courage à 2 mains, n'ayant pas un sou comme tout étudiant qui se respecte, Terry, écoutez, je voudrais vous acheter la Genèse parce que... La Genèse, dites juste ce que c'est, Christian. La Genèse, c'est à mon avis la clé de voûte de l'édifice artistique de Terry. Je crois que c'est la plus belle de ses œuvres, si on peut dire ça, parce qu'on est souvent tenté de dire « Ah, ça c'est de toute beauté, ça c'est magnifique », mais les 7 gravures de la Genèse sont à la fois un prodige technique et une envolée vers l'éternel et l'infini qui caractérise tout à fait Terry. Elle en a d'ailleurs donné très gentiment un exemplaire merveilleux des 7 gravures de la Genèse, oui. Donc un exemplaire de chaque évidemment à Hartung et à Bergman, série en effet magnifique qu'elle élabore entre 1957 et 1959. Oui, exactement. Et alors, c'est dans cette période-là que je lui ai dit à Terry, je voudrais vous acheter la Genèse parce que ça, pour moi, c'est la plus belle chose que j'ai vue chez vous. Il m'a dit, mais il n'y a pas de problème. Alors j'ai dit, écoutez, je n'ai pas d'argent, mais j'ai un tout petit quelque chose, je vais vous verser une réserve, et puis je vous donnerai de l'argent de temps en temps, et quand je vous aurai tout payé, je prendrai la Genèse. Elle dit, d'accord. Elle prend l'emboîtage de la Genèse, et elle le met sous son lit. Il est resté sous son lit pendant des années. Un jour, elle m'a dit, peut-être qu'à ce moment-là, me tutoyer, emporte-le, puis quand tu auras fini de payer, tu auras... J'ai dit, ah non, c'est pas possible, je ne pourrai l'emporter que quand j'aurai tout payé. Alors, ça, c'était notre rencontre qui ensuite a fleuri d'une manière extraordinaire. Un deuxième moment extrêmement fort, pour moi, dont je ne suis jamais revenu, même aujourd'hui, c'est la création du livre d'artiste Fragments d'Afghanistan en 2002. Alors, il se trouve que dans nos histoires personnelles, nous avions tous les deux arpenté, alors chacun d'un côté de la frontière, moi le haut plateau iranien du Khorasan, près de la frontière afghane, mais qui ressemble tout à fait à ce qu'il y a de l'autre côté, que connaissait bien Terry. Et donc nous parlions très souvent
de l'Iran et de l'Afghanistan, de l'Iran où elle a fouillé, on en reparlera. Oui, parce que c'était dans le cadre de ces missions archéologiques qu'elle a, qu'elle a fouillé, qu'elle a fouillé, qu'elle a fouillé en Iran. Et puis elle a voyagé en Afghanistan. Je ne suis pas sûr qu'elle ait fouillé en Afghanistan, je ne me souviens plus très bien, mais je ne crois pas. Mais elle y a voyagé. Et nous parlions beaucoup de ces contrées qui nous touchaient tous les deux beaucoup, et des déserts. Et puis, on a donc commencé à penser à faire ce livre sur l'Afghanistan. Alors, c'était une époque où déjà ses mains étaient peut-être un peu moins agiles parce qu'elles ont été déformées par des rhumatismes au fur et à mesure. On est au début des années 2000, c'est-à-dire que Terry va vers ses 80 ans. Hein. Oui. Voilà. Et elle utilisait à ce moment-là beaucoup comme médium le papier canson de couleur découpé. D'ailleurs, elle gardait un coup de ciseau absolument extraordinaire, sans aucune reprise bien sûr. Et on a commencé à découper, enfin elle a commencé à découper des papiers qu'on assemblait ensemble. Et on faisait des dizaines de maquettes. Et alors c'est extraordinaire parce que moi je me sentais dans une telle liberté avec elle, j'avais conscience quand même que j'accédais que j'empiétais en quelque sorte sur son monde de création, mais en fait que j'empiétais pas puisqu'elle m'y accueillait. Et je disais, non, ça c'est pas bon, ça serait formidable, regarde, on pourrait faire une succession comme ça, comme ça. Alors on a fini par définir les 7 gravures, enfin les 7 découpages qui ont ensuite été lithographiés pour le livre. Et puis elle m'a demandé d'écrire un texte sur le désert. Et donc j'ai écrit un texte sur le désert qui est en liminaire dans ce livre. Alors ça vraiment, ça a été en 2002 une aventure commune absolument formidable. Et puis le troisième moment très fort, et qui est très fort pour 2 raisons, c'est ça qui est bizarre, enfin pour 2 raisons, une pour chacun. C'était en 2006 et la Tchécoslovaquie s'était enfin réveillée et Gina avait pu obtenir la possibilité. Gina Renotière, dont on parlait précédemment. Qui était une grande amie de Terry. Et en 2006, elle a pu monter une exposition, une rétrospective de l'œuvre de Terry, dans laquelle il y avait 180 œuvres. C'était à Olomouc. C'était à Olomouc. Ouais, oui. Et Terry, justement, était quand même assez âgée, et elle me disait, oh, Christian, je ne peux pas y aller, je suis trop vieille, j'ai peur du voyage, pourtant ça me ferait plaisir de voir cette expo. Tu sais, si j'y vais, je peux y aller qu'avec toi. Moi, je venais d'enterrer ma première femme. Et c'était une période très difficile. Et je lui ai dit, ben, on part ensemble. Et on est partis bras dessus, bras dessous. Et ça a été un moment extraordinaire parce que j'ai vu que Terry, qui avait soit refusé, soit pas su prendre les hommages qu'on aurait pu lui décerner dans sa vie d'artiste, là, ça a été l'encens, les grandes orgues, les séances de photographie, les interviews, les articles dans les journaux, les photos en face de ses œuvres. Et je la voyais aux anges. Quand même, elle avait beau dire « je ne veux pas de tout ça », elle était ravie. C'est un moment magnifique de justice dans sa vie, oui. Parce que Térias a eu une enfance terrible. Je vais vous demander de nous en dire un mot, Christian, mais je précise ma question. J'aimerais aussi que vous nous disiez comment elle-même racontait cette enfance, hein, comment elle-même, vous l'avez dit tout à l'heure, elle était pudique, comment est-ce qu'elle présentait les choses sur, il faut bien le dire, a été une jeunesse tragique. Alors, je vais commencer par ça, parce que ça explique le reste. La Shoah avait marqué Terry d'une manière absolument terrible. Et elle avait construit un mur tout à fait imperméable entre
l'Allemagne nazie, la période de l'Allemagne nazie et sa propre vie. De sorte que tout ce que je vais vous raconter, je l'ai su à 95% par Ferdinand, son Ferdinand, frère. son frère. Hein. Ouais, son petit frère, qui avait 6 ans de moins qu'elle. Et qui est d'ailleurs toujours, qui est toujours à New York. De ce monde à New York. Oui. Et donc l'enfance l'enfance terrible de Terry, elle a commencé avec ce que je vous ai raconté, cette mise au pensionnat en pays germanophone, le retour à Olomouc. Christian, en plus, un moment où elle ne s'appelle pas Thérias, elle s'appelle Teresa Goldman. Ah ben bien sûr. Parce qu'elle est née Teresa Goldman. Elle est née Teresa Goldman. Et son père et la sœur de son père vont être d'abord mis en résidence au camp de Theresienstadt, à Térésine, jusqu'à ce qu'ils soient déportés. Et ils sont morts ou à Treblinka ou à Auschwitz. Et ça faisait partie des choses qui pesaient sur... Ils ont été assassinés par les nazis. Ils ont été assassinés par les nazis. Terry a vécu cette... Oui. Et puis il y a un autre membre de la famille qui a été déporté, je crois, à Grossrosen, et qui a réussi à revenir. D'ailleurs en pas très bon état, mais donc à titre familial, elle a été très marquée. Et puis il y a plein d'amis qui ont disparu. Son ami Schmilmann, par exemple, qui a fait son beau catalogue raisonné de son œuvre, a beaucoup souffert. On pourrait en parler, mais il a échappé de peu à la mort, à l'extermination avec les nazis. Donc, elle revient à Olomouc et on la met au Puttingeum, qui est un collège assez strict, qui forme surtout les jeunes filles à devenir de bonnes Putzfrau, faire le ménage, faire des gâteaux, qu'est-ce que on dit en allemand, Kinder, Kirche, les enfants, les gâteaux et l'église. C'est ça. Oui. Alors, évidemment, Terry a été horriblement malheureuse au Puttingeum. Alors, nous y sommes allés en 2006. Alors, évidemment, on avait développé les tapis rouges et j'ai vu ce que c'était. Et Terry a une mère extraordinaire qui est douée d'un sixième sens. Mais on lui en voulait un peu de toujours se plaindre, dire « Oh là là, nous les Juifs, il faut vraiment qu'on fasse attention, on va nous persécuter. » Et un jour, elle en a marre et elle dit « Il faut qu'on quitte la Tchécoslovaquie, ça ne va pas bien se passer du tout. » Et elle obtient, en se battant comme une folle, 3 billets d'avion pour la Suisse, avec un visa de transit en Suisse pour ensuite aller quelque part. Et l'avion décolle, tenez-vous bien, le 14 mars 1939, et le 15 mars 1939, les panzers allemands entrent dans Prague. Et c'était fini. C'est vraiment un petit miracle. C'est un grand miracle. C'est un grand miracle. Et donc, elles vont connaître ce que connaissent les exilés, c'est-à-dire qu'elles vont arriver en France, puis passer au Portugal. Elles vont vivre en France une année. Terry va aller à l'école des Beaux-Arts, et puis ils partiront pour le Portugal, et de là prendre un bateau pour les États-Unis, un bateau qui était affrété par des sociétés juives d'aide aux exilés. J'insiste sur une chose, Christian. Terria, c'est alors une adolescente. Elle a 16-17 ans. C'est une toute jeune fille. Mais oui. Hein, oui. Donc il faut mesurer ça aussi, c'est-à dire une sorte avec l'histoire tragique qui assombrit l'Europe. Mais elle ne le sait pas encore. Oui, mais c'est quand même une accélération de l'apprentissage de la vie. Absolument terrible. Absolument terrible. Alors, petit rayon de soleil dans l'affaire. Ferdinand, avec beaucoup d'humour, m'a dit il n'y a pas très longtemps, il y a quand même une chose qui m'avait frappé, Christian, c'est que pendant qu'on était au Portugal, on allait à la plage, et Terry avait un succès fou avec les garçons.
Et alors, je vais vous raconter même à propos de son futur mariage une histoire absolument extraordinaire. Un jour, elle se promène sur la plage de Canet-Plage, avant de partir au Portugal. Et cette plage se trouvait près du camp d'Argelès, où le gouvernement de Vichy mettait les étrangers. Et sur la plage, elle croise un beau jeune homme. Ils ne se parlent pas, ils se croisent. Chacun garde le souvenir de ce croisement dont je reparlerai après. Bien. Il y a un moment difficile, c'est que Ephraim Scharf, qui est le second mari de Adelphine, la maman de Terry, donc Terry et son frère Ferdinand, c'est son demi-frère. Egon Goldman va mourir en déportation, et Ephraim Scharf, qui était médecin, qui était donc le second mari d'Adelphine, les accompagne et puis disparaît. Il va rejoindre une sorte d'unité de francs-tireurs tchèques en uniforme militaire qui avait échappé à la Tchécoslovaquie et qui regagnait l'Afrique du Nord pour se battre avec les Anglais. Et il les rejoint et on ne le reverra pas. Il s'établira plus tard à Londres. Et quand j'ai demandé à Ferdinand un peu ce qu'il pensait de son père, il me disait c'était mystérieux, parce que je savais qu'il s'était passé des choses pas agréables, car j'avais noté, moi, petit garçon, que ma mère ne parlait jamais de mon père autrement qu'en l'appelant Scharf. Et curieusement, bon, je finis là-dessus, en 1957, Ferdinand a eu envie de rencontrer son père. Ça peut se comprendre. Il est allé à Londres, et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il est tombé sur un homme d'un raffinement et d'une culture extraordinaire, qui était médecin, et qui occupait une place importante dans la communauté juive, au point que sur sa tombe, la communauté, sans demander rien à personne, a écrit « à la mémoire de notre cher rabbin Ephraim Scharf », alors qu'il n'a jamais été rabbin. Donc, ils vont partir, ils vont arriver en bateau en mars 1941 à New York, et ils vont être pris en charge par une association qui les loge dans un immeuble qu'un généreux donateur propose aux exilés en les logeant dans les appartements et les chambres. Et on donne au deuxième étage à la maman de Terry, à Delphine et à son petit garçon une chambre. Et puis elle, on lui dit, elle a donc 19 ans, bon, toi tu vas t'installer dans les combles. Elle ouvre la porte de sa chambre dans les combles, et elle tombe sur un charmant monsieur, un charmant jeune homme qui avait été mis là aussi. Ce charmant jeune homme s'appelait Walter Haas. Et ils sont stupéfiés tous les deux parce qu'ils se sont croisés sur la plage de Canet. Magnifique. C'est extraordinaire. Alors, ils vont se marier. Et alors, j'ai fait assez récemment. Alors, elle n'en parle jamais. Elle dit, oh là là, j'ai vécu 10 ans avec Walter, mais c'est une erreur, je n'aurais jamais dû. Et effectivement, par cabinet d'avocats interposés, elle était en France, elle divorce après s'être mariée en 41. Elle divorce en 51. Oui. Et ce bonhomme est assez extraordinaire, parce que j'ai jamais compris comment Terry avait pu l'épouser, sauf que ça devait être un très beau gars, une force de la nature, un surhomme, qui très vite est repéré par les services de l'OSS, les services secrets américains. Absolument. Qui profite à la fois de sa force herculéenne et du fait que l'allemand était sa langue native,
puisqu'il était venu avec son père, Ouais. exilé d'Allemagne, Ouais. où on cherchait son père qui était un opposant au nazisme. Oui. Et il parlait donc l'allemand, l'anglais et le français qu'il avait appris très vite. Et on l'envoie comme instructeur en Europe. Et dans une mission de formation, son avion est abattu par la DCA allemande au-dessus du territoire autrichien. Il saute en parachute, le parachute est tiré, il prend feu, et on le récupère en bas, enfin la Gestapo le récupère en bas, et le prend pour un agent américain, mais de nationalité américaine, sans savoir qu'il est allemand. Bon, et il va être emprisonné, il va être torturé, il dit rien, et il serait probablement mort si, ça c'est un autre miracle, nous sommes en 1945, là, l'armée américaine ne débarque à Linz. C'est fou. Et bon, les Allemands foutent le camp, Ouais. et ils récupèrent ce malheureux américain qui vont rapatrier, donc soigner aux États-Unis. Il sera décoré du Purple Heart, qui est une médaille qu'on ne donne qu'aux gens qui ont fait pour l'Amérique Oui. des choses Oui. extraordinaires. C'est Bon. absolument extraordinaire. Alors, à partir de là, je ne sais pas très bien comment se sont passées les choses, parce que manifestement, la séparation s'est Oui. opérée avec Terry. Oui. Puis ils vont divorcer donc de 45, 51, et il va se passer 5 ans. Intéressant, c'est que ça, c'est très parallèle avec ce qu'a vécu Anna-Eva Bergman exactement à la même période. Absolument. Et leur rencontre en 1951 Ouais. en Norvège, à mon avis, c'est une supposition assez probante, je crois, se fonde sur un coup de cœur mutuel concernant la dimension artistique de l'une et l'autre. Mais je pense que sur un plan amical, d'avoir eu des échanges possibles sur ces problèmes de divorce dans une société où une femme qui demandait le divorce, Oui. ce n'était absolument pas accepté comme ça l'est aujourd'hui. Je pense que ça a aussi favorisé leur rapprochement. Alors, je peux vous dire à cet égard une chose très amusante sur le fait que la société n'accepte pas le divorce. En Amérique, aux États-Unis, c'était très difficile. Et j'ai dans mes archives à moi la copie d'un acte de la Cour suprême de New York qui entérine le divorce au motif, dit le mari, que sa femme n'a pas rempli ses devoirs conjugaux et a opéré des malversations à son endroit. Et puis ça se termine néanmoins, je lui permets de conserver le nom de As à condition qu'elle ne l'utilise pas commercialement. Ouais, bon. Oui, en effet. En effet. Vous avez parlé de la judéité de Térias. Son rapport à Dieu, quel était-il? À mon avis, elle ne s'exprime pas de façon claire dans les œuvres, comme d'autres artistes qui ont représenté l'extermination, les exilés, que sais-je. Et à force de réfléchir là-dessus, je me suis dit un jour, je crois que c'est à partir de la triade le temps, l'espace, la matière, qu'elle avait extrait de la physique contemporaine et qui était une source de création pour elle. Puis je pense que le temps est quelque chose de très important pour la rattacher à la judéité. Oui. Parce que le judaïsme n'est pas... les Juifs ne sont pas un peuple de l'espace, ils sont un peuple du temps. Et ils vivent dans un dipôle qui va de la libération d'Égypte à une période d'apocalypse terminale où le Messie arrivera. Et je me suis dit, Terry, je crois, vit dans ce temps-là. Et ça m'a... Et alors, à l'appui de cette hypothèse de travail, il y a la Genèse. La fameuse série de gravures. Oui. Et de l'autre côté, une série de toiles, alors qui sont moins connues, mais qui s'appellent, il y en a plusieurs, qui s'appellent toutes Apocalypse. Oui. Donc Oui. l'Apocalypse représentait quelque chose pour Terry. Et puis, il y a la cerise sur le Saint-Honoré, c'est que dans mes recherches sur le temps et la judéité, je me suis dit,
il faudrait tout de même que j'aille ouvrir le livre de Abraham Heschel, Oui. les bâtisseurs du temps. Oui. Je l'ai dans ma bibliothèque, je le sors. C'était il y a très peu de temps, hein, ça, il y a 15 jours. Et il tombe un papier, un A4 plié en 4. Je l'ouvre et cet A4, il est là. Et alors là, c'est absolument extraordinaire parce que après ça, je ne peux pas dire que Terry refusait sa judéité. Alors je vous lis. Avec plaisir. 5 lignes. Elle a extrait d'Abraham Heschel ces 5 lignes. Tu es béni qui nous a accordé la Torah et a planté en nous la vie éternelle. Et quand nous quittons ce monde pour reposer dans le monde à venir, quelle est donc la félicité réservée à l'âme des justes? C'est de commencer à comprendre le sens profond de la Torah, 2 points, les choses qui sont scellées aux hommes en ce monde deviendront transparentes comme des globes de cristal. Et puis, sur la même page, il y avait 2 petites citations que je ne lirai pas, mais qui sont liées à la lumière et à Apollon, de Édouard Chouret, Les Grands Initiés, qui était dans sa bibliothèque. Et donc, alors, sur la judéité, on comprend bien, mais est-ce que vous diriez pour autant qu'il y avait une foi en une forme de transcendance? Alors, j'arrive à Dieu. Voilà. C'était la deuxième partie de la question, en fait. Absolument. J'arrive à Dieu. Terry ne croyait absolument pas au Dieu d'Abraham, au Dieu d'Isaac et au Dieu de Jacob, pas plus qu'elle ne croyait au Christ. Mais elle croyait fermement à une force universelle que d'autres appellent Dieu et dont elle révérait l'existence et admirait la création, puisque le mot création joue quand même un rôle très important dans son œuvre, soit la création à travers la Genèse, soit une méditation devant l'univers, dont témoignent énormément de gravures qui montrent, enfin qui font ressentir ce que j'appelle sa perception de l'harmonie des sphères. Je ne sais pas si je suis clair en Vous disant. êtes absolument clair. Allez-y. Et puis, il y a donc dans son œuvre un élan vers le haut, presque pas constant, mais extrêmement fréquent, dont témoignent des tas d'œuvres dont je vais en citer une. C'est par exemple cette très belle gravure qu'elle a faite en hommage à une de ses amies proche qu'elle aimait beaucoup, qui était morte l'année précédente d'un cancer du sein, et qu'elle a appelé d'abord Requiem. Et puis, ça je trouve que c'est psychologiquement très intéressant. L'année d'après, la gravure existait toujours, elle a gommé Requiem et elle a écrit Seuil. Je trouve très beau. Très beau. Très Requiem beau. Qui devient Seuil. Alors, ça, c'est une partie de sa situation par rapport à Dieu. Il y a l'autre partie qui est son affection, je dirais, pour le bouddhisme, dans lequel je n'entrais pas, parce que moi je ne suis pas sensible au bouddhisme, mais je voyais ce qu'elle était, je savais qu'elle méditait chaque jour, qu'elle relevait du bouddhisme tibétain, qui est un bouddhisme qui s'attache à l'harmonie de l'être intérieur et ça je crois que c'est très important parce que ça éclaire bien ce qu'est Terry, à la prise en charge de la douleur des autres, de la souffrance des autres, pour leur rendre en échange du bonheur. Très bien. Alors ça, ce sont
c'est un aspect de Terry qui s'exprime dans des œuvres comme Hommage aux bonzes, Mudra, Yoga Mudra et d'autres. Et pour montrer l'aspect paradoxal de Terry par rapport à sa judéité et par rapport à la Bible, il y a quand même les prophètes qui jouent un rôle important dans ses dessins, dans ses œuvres. Il y a beaucoup de prophètes. Alors, vous voyez, c'est très difficile de la situer exactement. Vous savez, c'est très, très... Là encore, le parallèle avec Anna Eva Bergman est très beau parce que, après la Deuxième Guerre mondiale, le judaïsme a été une grande problématique pour Anna Eva. On le sait dans ses textes, on le sait aussi par certaines œuvres qui sont allusives, et notamment, alors un peu plus tard, le tombeau juif. Et le bouddhisme a joué également un rôle important pour Anna Eva Bergman. Petite anecdote à ce sujet, quand elle est séparée de Hans Hartung, chacun de son côté a gardé un petit Bouddha miniature et qui est une sorte de double symbolique. Et quand ils se remettent ensemble, d'ailleurs grâce en partie à Térias, quand ils se remettent ensemble, eh bien, les deux Bouddhas sont réunis et ces deux Bouddhas les accompagneront au quotidien dans leur vie. Vous voulez qu'on dise un mot sur Terry qui les fait se retrouver? Alors, de ce que moi j'ai cru comprendre pour avoir bien fouillé les archives sur ce sujet, en fait, il y a deux personnes qui permettent à Bergman et à Hartung de se retrouver. C'est Térias, mais c'est aussi le cousin d'Anna Eva Bergman, Fred Ottesen. En fait, c'est une affaire plus ou moins arrangée, plus ou moins spontanée, par le biais de ces deux intermédiaires. Et je le sais parce qu'il y a une lettre de ce cousin beaucoup plus tardive, des années 70, au moment où Hartung en fait publie ses mémoires. Et ce qu'on comprend, c'est que évidemment Anna Eva Bergman, quand elle retrouve Hans dans ce musée où c'est le dernier jour de l'exposition de Julio González, elle sait qu'elle va tomber sur lui en fait. Ça, elle le sait. En revanche, ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'Anna Eva Bergman y allait sans doute en se disant que ce serait une retrouvaille à titre amical et qu'elle est surprise elle-même par l'ampleur de l'émotion qui la submerge en retrouvant Hans. Et qui submerge Hans aussi. Alors Hans, c'était beaucoup plus prévu parce que Hans, dans la correspondance avec Anna Eva qui précède, on comprend bien qu'il n'a jamais cessé de l'aimer. Hein. Hans a toujours aimé Anna Eva, c'est elle qui est partie, c'est elle qui demande le divorce. Et c'est lui qui a réclamé à la revoir, c'est elle qui a tempéré. Et au fond, je crois que là, pour le coup, elle est un peu surprise par ses émotions. Et en effet, Térias, à ce moment-là, est à la cité universitaire à Paris. Et du coup, eh bien... Et leur offre sa chambre pendant 4 jours. C'est ça. Et du coup, Hartung, qui était marié avec Roberta González, eh bien, quitte le domicile conjugal. Et d'ailleurs, Roberta González le comprend. Oui. Ça a été très dur pour elle, mais... Elle a dit une chose assez magnifique, elle a dit c'est la pire des souffrances, néanmoins la seule personne pour qui je puisse tolérer cette séparation, c'est Anna Eva. Voilà, c'est assez magnifique. Christian, pour revenir au caractère de Térias, caractère très entier, je voudrais que vous nous racontiez une énorme colère et une énorme joie, les affects dans les deux pôles opposés. D'accord. Une énorme colère, c'est pas le terme, elle fulminait contre des gens, des situations. Si, je l'ai vu une fois sortir d'elle, perdre un peu son contrôle, c'était lorsque nous étions à Olomouc pour la rétrospective de 2006, et où Ferdinand, qui ne fonctionne pas du tout comme sa sœur, voulait absolument aller à Térésine, et il voulait que je l'accompagne, ce qui m'allait tout à fait. Et Terry a refusé avec une violence extraordinaire. Jamais vous ne m'emmènerez là-bas. Je ne veux pas en entendre parler. Faites ce que vous voulez, je m'en fous. Mais bon, ça a été quelque chose. Et alors, là ressortait sa souffrance, exactement, dont elle ne parlait pas. Jamais.
elle m'a parlé de la déportation de son père et de sa tante. Là, il y avait un mur qu'elle avait établi et dont l'existence était en rapport avec justement la souffrance extraordinaire qui était derrière et dont elle ne voulait plus. C'est très clair. Dans les grandes joies, alors je peux en dire un tout petit peu plus, il y a la manière dont elle me décrivait son voyage au Spitzberg. Alors ça, c'est une région de Norvège magnifique où elle va à la fin des années 80, c'est ça? Non. Oui, 87, je crois. 87, c'est ça, c'est bien ce qui me semble aussi. Oui. Et alors, pour elle, c'est une découverte extraordinaire parce que, en quelque sorte, elle trouve les paysages dessinés comme elle va les dessiner. Ouais. Ils sont prédessinés dans la nature. Oui. Mais dans les grands bonheurs, il y avait donc le compte-rendu de son voyage au Spitzberg. Ouais. Il y avait le film avec Olga Shpatova. Ouais. Alors ça a été un très 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 grand bonheur. Elle exultait là. Elle savait qu'il se passait quelque chose. Olga était remarquable. On a repris les dialogues en tchèque et en français avec Gina Renotière, Gina et moi, pour avoir vraiment un texte parfait. Et puis, il y a la rétrospective de Lomou, là, je l'ai vue exultante. C'est peut-être la seule fois de ma vie où je peux mettre le mot exultant sur la personnalité de Terry. Et puis, un autre moment de bonheur, alors, d'un bonheur très doux en camailleux, un bonheur triste, mais un bonheur quand même, c'est que très 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 peu de temps avant sa mort, elle était dans son lit, elle avait les yeux fermés, elle réagissait pratiquement plus, pas beaucoup, enfin on savait qu'elle était présente, mais ça ne se traduisait par rien. Et j'étais là près d'elle avec Gina, et Gina lui a chanté des comptines enfantines en tchèque. Et là, on a vu les lèvres de Terry, un sourire apparaître, et les lèvres de Terry reprendre la comptine de manière quasi silencieuse, mais c'était parfaitement entré. Et là, on la sentait épanouie, c'était formidable. Magnifique, absolument magnifique. Il y a ce goût du lointain chez Terry-Haas, il y a ce goût des voyages. Elle a beaucoup eu l'occasion, à la fois à titre personnel et professionnel, d'arpenter la planète. Oui. Quel pays et avec quel tropisme en particulier? Alors, le premier tropisme était orienté par son diplôme de l'école du Louvre en archéologie, où elle est partie elle a accompagné beaucoup de missions au Proche-Orient. Quand je dis Proche-Orient, c'est Liban, Israël, Irak, Syrie et Iran. Donc, en Iran tout particulièrement. Oui. Terry me racontait qu'un jour, elle fouillait, je crois à Suse, mais j'en suis pas sûr, en tout cas en Iran, et au-dessus du champ de fouilles était assis dans un transatlantique un vieux professeur allemand de langues orientales, dont j'ai oublié le nom, peu importe, qui, à mesure qu'on déterrait les tablettes, parce qu'ils étaient tombés sur une bibliothèque extraordinaire, on lui montait les tablettes et il les lisait comme ça, à livre ouvert, si je puis dire, comme nous lisons le Monde. Et il éclate de rire tout d'un coup, il dit « Vous ne savez pas ce que j'ai trouvé ?» Et il traduit, il dit « Voilà, c'est une lettre d'une mère, probablement de Turquie, qui écrit à son fils en lui disant « Je t'envoie un vêtement chaud, car je crois que là où tu es, il fait assez froid, et prends soin de toi, à ne pas attraper froid, je t'embrasse, ou je ne sais pas. » C'était donc il y a 7-8 000 ans, oui. Et les mères n'ont pas changé. Et les mères n'ont pas changé. Magnifique histoire. Oui. Donc, elle dessine beaucoup de choses, des objets pour lesquels la photographie rend mal. Et ça, alors, c'est le Proche-Orient. Et puis, il y avait des pays qu'elle aimait beaucoup, comme la Corse et la Sardaigne. Alors, elle adorait la mer. C'était un poisson. Elle nageait. À la fin de sa vie, elle nageait encore 1 kilomètre, mais elle avait dû nager 2 ou 3. Et elle me racontait, pour qu'on ne me perde pas de vue, quand j'étais au large,
j'enlevais mon maillot, je le mettais en boule sur ma tête pour qu'on me voie et je nageais toute nue. Et puis je crois qu'elle a été en Corse ou en Sardaigne avec Anaïva. Oui, oui, donc Oui. un vrai tropisme méditerranéen. Tout à fait, tout à fait. Et puis, il y a ces voyages itératifs, je pense à Antibes, elle est venue très souvent ici. Et en dehors donc de l'Iran et de l'Afghanistan, je termine par le pays qui était le pays phare pour elle, c'est la Norvège. Bien sûr. Elle y était allée par je dirais, le plus grand des hasards, parce qu'initialement, j'ai bien creusé la chose, hein, vraiment comme un policier. Je suis pratiquement certain de ce que j'avance. Elle avait une liaison avec Karl Nejar et elle voulait le retrouver en Norvège. Or, Karl, à ce moment-là, était à Larvik, qui est donc un petit bled pas tellement important. Pas très loin d'Oslo. Pas très loin d'Oslo. Et elle va donc à Larvik, où Karl va lui dire, tu sais, tu devrais aller à l'hôtel, je ne sais plus son nom, oui. où qui fait une petite exposition d'une femme qui s'appelle Anaïva Bergman, et il y a des dessins de Citadeloia. De Citadeloia, merci, qui sont magnifiques. Oui, Citadeloia, juste pour le dire en 2 mots, oui. Hein, c'est une zone géographique donc du sud de la Norvège, avec des paysages, une géologie, vraiment un cadre tout à fait extraordinaire où se réunissaient fréquemment des petites colonies d'artistes. Oui. Voilà. Oui, oui. Et alors, elle tombe sur ses œuvres, elle en tombe amoureuse folle, et elle dit « je veux connaître l'artiste ». Et donc, elle se fait présenter à Naïva, et ben voilà. Et elle se tombe dans les bras l'une de l'autre, si je puis dire, oui. Et ça commence comme ça. Absolument, donc, et ça a été fondamental pour Anaïva, je crois, cette rencontre aussi, parce que pour elle, le fait d'avoir ces discussions avec Terias, alors que Anaïva est dans une période de sa vie où, sur le plan intellectuel, son mariage l'a complètement asséché. Je crois que ça a été aussi vraiment un stimulant formidable. Et puis, je pense que ça lui a donné confiance par ailleurs de voir qu'une jeune artiste qui avait quasiment une quinzaine d'années de moins qu'elle, eh bien, trouvait dans sa production à elle, à Anaïva, des choses qui l'intéressaient et qui même la touchaient profondément. Donc, ça a été une rencontre vraiment fondamentale. Alors ça a été le premier voyage en Norvège. Elle en a fait des tas, dont j'ai trouvé quelques traces dans ses passeports. Moi, j'ai trouvé des traces de 7 voyages, mais il y en a eu certainement beaucoup d'autres que je ne connais pas. Un des derniers, peut-être, est celui où elle est allée installer la fontaine à Hovikonen. Alors, à Hovikonen, en effet, donc, on est 93. En 93, et cette fontaine, c'est le fameux hommage à Anaïva Bergman, qui se trouve dans le parc de sculpture du centre d'art Emmy Onstadt à Hovikonen. Et que nous allons peut-être reproduire. C'est une chose qui me semblerait en effet à la fois faisable et nécessaire, puisque à l'origine, c'est vraiment à destination de Hans que s'adresse Terry pour faire cet hommage à Bergman. Et aujourd'hui que la Fondation Artung Bergman a un parc et des espaces qui sont susceptibles d'avoir ce type d'installation monumentale, c'est une possibilité qui me semblerait sacrément opportune. Oui. Il y a encore une chose sur les voyages, c'est que dans les voyages, il y a des gens. Et je pense qu'un certain nombre de voyages sont liés à des personnalités particulières. Alors, Anaïva, bien sûr, Olo Henrikmo. Oui, Olo Henrikmo pour la Norvège pour aussi, la Norvège aussi. Qui était le directeur du musée d'Hovikonen. Et puis le bien-aimé Erling Ekfeldt. Oui. À sa galerie de Copenhague. Absolument. Erling que j'ai connu et qui était un homme absolument merveilleux. Et que Terry aimait beaucoup. Et Erling a fait beaucoup pour la promotion de Terry au Danemark. En particulier, je pense que c'est lui qui est responsable de l'installation dans la salle d'attente des femmes enceintes du Rikshospitalet des 7 gravures de la Genèse. La dimension de la physique et de l'astrophysique, vous en avez parlé, Christian Manuel, on a dit un petit mot. Je voudrais que
vous revenez dessus brièvement pour quand même essayer de dissiper un mystère. Qu'est-ce qu'elle était capable d'en tirer, Terry, de ses lectures? Et puis, au milieu de tout ça, il y a quand même ce nom qui n'est pas des moindres et qui irradie, qui est celui de Einstein. Alors, je voudrais que vous nous disiez un petit peu ce qu'a été ce lien, je crois d'ailleurs un peu plus personnel qu'on l'imagine, avec la famille Einstein. Oui, parce qu'elle n'a rencontré qu'une fois brièvement Einstein. Ce qui est déjà pas mal, hein? Ce qui est déjà pas mal. En revanche, elle a eu une longue amitié avec la fille d'Einstein, Margot Einstein, et avec Hélène Ducasse, la secrétaire assistante d'Einstein. Et je pense qu'elle a commencé probablement, pour des raisons pratiques que je ne connais pas, ses lectures avec des ouvrages d'Einstein, et puis de fil en aiguille. Mais c'est là où il y a un mystère incommensurable. C'est comment une personne qui n'a aucune compétence en mathématiques et en physique peut avoir accumulé des lectures objectives certaines de toute la séquence de grands physiciens dont je vous ai parlé. Et là, je crois qu'il y avait une fascination de poète qui intervenait et qui, bien entendu, ne pouvait pas s'expliquer en termes physico-mathématiques, mais ça générait en elle des images d'espace, de temporalité, de lumière, qui lui permettaient de créer des œuvres. Oui. Je me souviens, si vous voulez, d'un épisode alors personnel, parce que n'étant pas physicien ou mathématicien, je n'ai jamais vraiment creusé très profondément. En tant que médecin, vous maîtrisez tout de même les sciences dures, Christian. Oui, puis j'avais un certain intérêt pour la physique contemporaine, mais très marginal. J'ai lu un peu Banach-Hofmann, que j'aime beaucoup, mais enfin, ça reste quand même très superficiel. Mais il y a eu une époque, dans les années 2000, où on parlait beaucoup de la théorie des cordes. Alors, la théorie des cordes, c'est un sac de nœuds épouvantable. C'est le cas de le dire. Oui. Pardonnez-moi. Non, c'était volontaire. Et ce qui fascinait Terry, et qu'on a discuté ensemble alors, assez longuement, c'est que, sans entrer dans des détails que je serais incapable d'assumer, la théorie des cordes tentait d'unifier les grandes forces de l'univers, la gravité, l'électromagnétisme, les forces d'interaction fortes intranucléaires, les forces d'interaction faibles intranucléaires, dans une entité unique. Alors c'est vraiment quelque chose de tout à fait extraordinaire. Il faut le dire, c'est l'ambition suprême de n'importe quel physicien, c'est de réunir l'ensemble des deux physiques, des théories dans une super théorie qui permet en gros de modéliser le monde entier. Voilà. Alors là, ça commence à couiner, c'est que pour que ça marche, il fallait introduire des dimensions supplémentaires dans les systèmes d'équations et qu'on a fini par arriver, je ne sais pas, maintenant j'ai oublié, mais on est passé de 6 ou 7 dimensions à 16 ou 17. Et alors là, on ne comprend plus ce qu'on fait. Et il s'est élevé un certain nombre de physiciens pour dire « arrêtez le massacre ». C'est intéressant intellectuellement, mais on ne va pas arriver très loin comme ça. Puis ça s'est, je crois, un peu éteint. Je n'ai pas suivi le mouvement, mais je ne crois pas qu'on parle encore aujourd'hui de la théorie des cordes. Alors c'est le genre de choses qui fascinaient Terry. Oui. Et ce qui la fascinait, c'était l'harmonie de l'univers, en fait. Oui. Et c'est à travers cette harmonie de l'univers dont parle Einstein qu'elle pouvait entrer dans des grands auteurs de physique contemporaine. Oui. Pardon, allez-y. La physique ne représentait, quand on regarde sa bibliothèque, qu'une partie de sa culture. Parce qu'il y avait beaucoup d'ouvrages de philosophie, et pas des moindres. Il y avait beaucoup d'ouvrages de psychanalyse, Freud, Jung, qu'elle affectionnait particulièrement. Je crois que c'était un intérêt commun avec Anna Eva. Absolument. Elle fricotait, je garde ce mot, un peu avec l'ésotérisme. Oui. Et
j'ai trouvé des allusions à Fabre d'Olivet, Édouard Chouret et d'autres que je n'ai pas en tête. Alors ça m'amuse toujours parce que je disais, moi alors, je ne comprends rien à ce que tu me racontes là. Je crois là aussi qu'il y a tout le climat d'une époque sur le plan artistique qui goûtait énormément l'ésotérisme, il faut bien le dire, à la fois par une petite conviction et par beaucoup d'opportunités en termes d'inspiration. C'était stimulant l'ésotérisme et je crois que ça permettait de nourrir un peu la créativité des artistes. Oui, peut-être. Ça, je n'ai pas vraiment d'opinion là-dessus. En revanche, il y a une dernière composante qui est très importante alors dans son inspiration, c'est le bouddhisme. Oui. Oui. Et qui n'était pas seulement intellectuel, hein. C'était sa vie, si j'ose dire, si ça s'applique au bouddhisme, sa vie religieuse, parce qu'elle méditait chaque jour. C'est ça, elle méditait chaque jour. Elle méditait chaque jour. Elle connaissait un lama dont je ne connais pas le nom, mais qu'elle a rencontré plusieurs fois. Elle lisait des textes bouddhiques en français, ou peut-être en allemand aussi. Oui, parce que j'ai oublié de dire qu'une très grande partie de ses ouvrages de base était en allemand. Oui. Et en anglais. Ouais. Enfin, elle était vraiment totalement trilingue là-dessus. Oui. Anglais, français, allemand. Vous dites que Térias méditait. Elle méditait en musique ou elle méditait dans le silence? À votre connaissance, quelle était sa manière de... Ça, voilà, ça fait partie de sa discrétion. Je ne crois pas qu'elle méditait en musique, parce que ça ne va pas, à mon sens, avec ce qu'elle disait du bouddhisme, ça n'allait pas. En revanche, elle écoutait de la musique en créant. Oui. Et elle avait des goûts très éclectiques, puisque ça pouvait aller de Hildegard de Bingen à Erik Satie, en passant par Bach, Mozart, et une passion particulière pour Janáček. Oui, qui n'est pas un compositeur forcément très facile à écouter. Ah oui, mais qu'elle aimait beaucoup. Oui. Alors, à la fin de sa vie, où elle était très gênée avec ses mains, elle a créé des costumes d'opéra, oui. et en particulier pour l'opéra qui s'appelle La Petite Renarde Rusée. Et le journal d'un disparu. Oui. Dans le journal d'un disparu, il y a un paysan qui s'appelle Yannick et qui est amoureux fou d'une tzigane qui s'appelle Zefka. Et c'est des amours très malheureuses. Yannick va s'en aller. Et alors j'ai un texte de Terry absolument magnifique là-dessus. C'est peut-être pour ça qu'elle l'aimait tant. Et elle me dit, alors j'ai essayé de le citer par cœur, elle dit, oui, je voyais Yannick dit « Je m'en vais, je ne reviendrai jamais ». Eh bien moi aussi, je me dis « Jamais, je ne reviendrai jamais, allons-y ». Et je suis parti. Donc dans le « Je ne reviendrai jamais », il y avait « Je ne reviendrai jamais en Tchécoslovaquie oui. Je ne reviendrai jamais dans ma vie passée ». Oui. Dans ce fait de ne pas revenir en arrière, elle ne reviendra jamais non plus sur son nom originel de Teresa Goldman. Elle se fera appeler Térias jusqu'au bout, avec cette masculinisation du prénom. Oui. Je voudrais que vous nous en disiez un mot, et dans l'émanation, si je puis dire, de cette interrogation, que vous nous parliez de son rapport aux hommes. Alors, en 1943, Terry avait fait quelques œuvres à partir de choses qu'elle avait vues au Cloisters, à New York. Elle était présentée à une galerie qui l'a jetée dehors. Si je peux me permettre, donc là où il y a donc les collections d'art médiéval aux États-Unis. Oui, européen. Oui. Et elle se fait jeter dehors et on lui explique que c'est une femme et que, en fait, il n'expose que des œuvres d'hommes. Bon. Alors elle est dans une colère noire. Ah oui. En voilà une autre. En voilà une autre de colère. Tiens. En voilà une autre. Et du coup, elle se dit, désormais, je m'appellerai Terry. Alors, qui peut être exceptionnellement un nom de femme, mais qui est essentiellement un nom d'homme.
et elle garde Térias. Et elle va se présenter à une autre galerie qui prend ses œuvres. Et chose amusante qu'elle raconte dans une lettre, c'est que quelque temps après, elle reçoit une lettre d'un admirateur qui écrit au révérend père Térias. Et les hommes alors dans la vie de Terry? Alors, les hommes dans la vie de Terry, ils occupent une place certaine, mais très secrète. Ça commence sur les plages du Portugal, d'après Ferdinand, où les gars lui tournent autour comme c'est pas possible. Et il y aura ensuite tout de même, alors ça, Ferdinand me l'a confirmé, un grand amour avec Walter dans les toutes premières années. Avec Walter Haas, avec Walter Haas, dont son on mari. parlait tout à l'heure, son mari, son mari. Ils ont été mariés 10 Oui, ans. oui. Il y a cette histoire très Oui. romanesque Oui. et ce divorce à la fin, mais Oui. ce que dit le demi-frère de Terry, c'est Oui. qu'il y a eu un amour sincère entre les deux. Au début, Ouais. et puis ils se sont séparés. Parce que en 1945, quand Walter revient d'Autriche, il lui explique que pour lui, la femme idéale, c'est avoir des enfants, avoir une belle maison. Et Terry lui dit, alors écoute, là, on ne va pas pouvoir continuer. C'est pas possible C'est pour moi ce que encore tu me une fois incroyable le parallélisme qu'il y a avec les choix d'Anna Eva Bergman. Il y a Walter, ensuite il y a Karl Nejar. Alors, après, il y a Karl Nejar. Alors, je suspecte, mais j'en ai aucune preuve, qu'elle l'a connu aux États-Unis. Alors, elle le reverra à Paris, on a des photos, une photo, et puis elle le reverra en Norvège. En Norvège. Bon. Et alors ça, Karl Nejar, j'ai réussi à le rattacher à quelque chose de mystérieux pour moi, c'est que pendant des années, Terry me disait « Ah écoute, ne me téléphone pas la semaine prochaine parce que j'ai mon viking qui vient. » Et elle ajoutait avec une grossièreté énorme « Ça va être dur. » Bon, vous nous en direz tant, cher Terry. Et alors maintenant, je pense qu'il s'agissait de Karl. Oui, bah certainement. Le viking, évidemment, ça correspond à un surnom. Karl Nejar était norvégien, donc bien évidemment. Voilà. Et alors, Karl Nejar, il a fini par la demander en mariage dans cette époque-là à Paris. Et elle a dit, ah non, c'est pas possible. Et là, je crois que c'est sur ce refus à Karl que Karl a épousé une personne assez terrible. En effet, il a refait sa vie avec une autre artiste norvégienne. Voilà. Bon. Donc, il y a quelques hommes qui traversent la vie de Terry de manière très passionnée, mais avec une certaine distance, parce qu'encore une fois, Terry m'a dit 100 000 fois, moi, qu'est-ce que tu veux, je ne peux pas vivre avec un homme, je suis dévoré par mon art et je ne peux pas faire autrement. J'y pense jour et nuit. Christian, on approche de la fin et on a vraiment balayé magnifiquement la personnalité de Terry Haas dans ses joies, ses colères, ses obsessions. Je voudrais maintenant que vous nous parliez de ses révoltes. Peut-être que vous nous fassiez sentir la Terry Haas un peu plus politique et ce qu'étaient ses grandes sensibilités sociales. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous vient à l'esprit en la matière? Il y a deux choses qui me viennent à l'esprit. Il y a d'une part le fait qu'elle était très généreuse et je sais qu'elle aidait matériellement des tas de gens à Paris dont elle ne laissait presque rien sortir. Juste ce que je vous dis là, je savais que ça existait, mais elle ne se vantait pas. Et puis, il y avait une cause qui lui tenait à cœur, alors là, elle en parlait très volontiers, qui était la cause des enfants tibétains, essentiellement parce que sa grande amie Liliane Vogt avait voyagé dans ces pays et l'avait sensibilisée. Alors, elle donnait beaucoup d'argent aux enfants tibétains. Bergman était dans la boucle aussi avec Liliane Vogt. Hein. Et elles ont fait venir des enfants tibétains qui ont reçu une merveilleuse éducation en Norvège. Ça, c'était quelque chose de très important. Ça faisait partie, au fond, de son refus de la colère qui transparaissait de temps en temps. Parce qu'elle disait, la colère, c'est une perte d'énergie.
et c'est une injure à la compassion. Je trouve ça très beau. Très très beau, très très beau. Alors il y avait aussi des moments de révolte un petit peu dans ses relations avec les galliéristes. J'ai l'impression qu'à part un certain nombre d'exceptions comme Erling Ekfeldt, et puis comment elle s'appelle, la Galerie de France, Myriam Prévost. Myriam Prévost, merci. Ça se passait parfois pas très bien avec des gens pour lesquels j'ai des documents qui étaient très voraces et qui voulaient beaucoup de choses. Et alors, elle avait une conscience aiguë de la valeur de ses œuvres. Oui. Et à tel point que le moindre petit croquis où il y a 4 lignes, il y a TH en bas. Ça me paraît très symptomatique. Christian, juste concernant le nazisme, Oui. est-ce qu'il vous est arrivé de parler avec Thérias des montées, des recrudescences de racisme, d'antisémitisme, de xénophobie en général? Oui, oui. Elle y était très très sensible. C'était très douloureux, très douloureux pour elle. Mais justement, c'était tellement douloureux que bon, elle le disait comme ça, mais ensuite, elle élaborait pas davantage, pas davantage dessus. Si on imaginait, d'ailleurs c'est peut-être un peu le cas, que Terry était avec nous, qu'est-ce que vous aimeriez lui dire que vous ne lui avez jamais dit? Terry, tu es pour moi l'image de l'harmonie, de la violence créatrice et de l'amour des êtres. Merci. Merci.